Je vais en profiter pour les introduire pendant qu'ils se rendent sur la scène, à commencer par M. Thomas Greminger. Vous êtes ambassadeur et directeur suppléant de la DDC. Vous avez représenté la Suisse aux Nations Unies et à l'OSCE et vous dirigez actuellement le domaine coopération sud à la DDC. Raymond Fourer, vous êtes également ambassadeur, vous dirigez la coopération et le développement économique au SECO. Vous avez auparavant dirigé le Swiss Business Hub dans les pays du Golfe, dont on a parlé tout à l'heure, et à l'occasion du Népal, et vous avez été en poste à la Banque mondiale et à l'OCDE. Vous avez donc, vous aussi, une vaste expérience sur le terrain. Alors, autour de vous, ou à vos côtés plus exactement, il y a deux politiques que nous accueillons aujourd'hui avec plaisir. Isabelle Chevalet, conseillère nationale Vert libéral vaudoise. En plus de vos combats pour l'écologie, vous avez une bonne connaissance, une passion, peut-on dire peut-être même, pour l'Afrique, et en particulier pour le Burkina Faso. Carlos Maruga, vous êtes socialiste, conseiller national Genevois. Votre carrière militante a commencé avec un appel au boycott des banques impliquées en Afrique du Sud. Et vous êtes aujourd'hui toujours très impliqué dans les questions de coopération. Vous co-présidez l'intergroupe parlementaire Solidarité internationale et vous êtes d'ailleurs tous les deux membres de la Commission fédérale consultative coopération internationale. Donc vous vous intéressez évidemment de très près à ces thèmes. Vous remarquerez que nos invités sont un peu différents de ceux qui étaient annoncés dans le programme. Malheureusement, Mme Marc Valder et M. Derder ont eu des empêchements, mais nous vous sommes très reconnaissants d'être venus vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, une première question, toute simple, que j'adresse à vous quatre. L'aide au développement s'inscrit dans la durée et suit des axes stratégiques de la politique étrangère suisse et de la politique de développement suisse. Comment cette politique, ces axes stratégiques, s'adaptent-ils à la politique quotidienne? Quel est le dialogue entre cette stratégie et la politique au jour le jour telle qu'on la pratique au Palais fédéral? Qui veut répondre? D'abord, merci pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement délicat et extrêmement chaud, je dirais, actuellement. Il est vrai que la politique extérieure suisse a comme axe la coopération au développement aussi. Cet axe est largement appuyé par la population, puisque les enquêtes régulières annuelles montrent que plus de 60% de la population soutient clairement la politique de coopération, voire souhaiterait qu'elle soit même renforcée. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Mais il est vrai qu'au sein du Parlement actuel, on a une majorité qui pense plus à une question financière, de réduction de l'effort financier, et on a beaucoup de difficultés à trouver une majorité politique en faveur de la coopération au développement au niveau de ceux qui ont été évoqués tout à l'heure par, que ce soit M. Saguer, que ce soit d'ailleurs par la ministre nigériane qui nous rappelait qu'on avait fait l'effort jusqu'à 0,5. Autant on a pu se mobiliser en 2011 pour qu'en 2015, on ait atteint le 0,5% du PIB pour l'aide au développement. Autant aujourd'hui, on est dans des situations extrêmement défensives pour essayer de sauvegarder les moyens et de sauvegarder les moyens qui servent aussi directement aux projets, que ce soit des projets réalisés par des associations comme Suisse Contact ou Suisse Aid, voire d'autres petites organisations, que ce soit les projets menés par la Confédération elle-même à travers la DDC et le SECO. On est dans une situation qui est préoccupante. Monsieur Greminger? Oui, j'évoquerai deux éléments. D'abord, un élément plutôt positif. Je dirais que malgré les changements, la dynamique de la politique quotidienne, on a heureusement un système qui nous assure une certaine continuité, une certaine stabilité par le biais des crédits cadres, n'est-ce pas? Avec les crédits cadres, vous avez un mandat du Conseil fédéral, du Parlement, pour 4 ans, qui donne des axes stratégiques par rapport à la géographie, par rapport aux thèmes, par rapport aux instruments, assez clairs. Donc, je pense que ça nous protège, ça nous permet de travailler
à long terme, n'est-ce pas? Ce que Madame la ministre a évoqué par rapport au renforcement des institutions, à la création des systèmes, n'est-ce pas? Ça, c'est seulement possible avec cette approche à moyen et à long terme. Ceci dit, c'est clair, on vient de sortir du débat au Parlement sur notre message, et puis on a senti que le Parlement met l'accent sur toute une série de thèmes, et puis c'est clair, là, il faut être extrêmement sensible, il faut être attentif, il faut être responsive, n'est-ce pas? On ne peut pas ignorer que le Parlement attend de nous qu'on travaille sur le lien entre développement et migration, qu'on travaille sur le lien entre développement et sécurité. Et puis maintenant j'arrive plutôt au côté négatif, à la mauvaise nouvelle. Et puis c'est vrai, en effet, on se trouve dans une lutte quasi permanente sur nos budgets. Et puis c'est clair, si je compare les budgets quand on pensait disposer pour la mise en œuvre de notre message lors de la rédaction du message, avec ce qu'on disposera actuellement jusqu'à 2020, il faut le reconnaître, c'est pratiquement 1,5 milliard de moins ce qu'on avait planifié lors de la rédaction du message. Donc c'est vraiment sérieux et ça met en cause ces programmes à long terme, ça c'est clair. Alors, difficile dans ce contexte de répondre à la question de Thierry, dans le public aujourd'hui, qui nous demande comment développer la coopération suisse et le développement suisse dans ce contexte. Vous vouliez répondre, Madame Chevalet? Alors, 2 éléments. Tout d'abord, je pense que quand on est en difficulté comme ça, parce qu'au niveau du Parlement, ma foi, le peuple a élu ses membres et jusqu'en 2019, ça sera comme ça. Je pense qu'il faut être un peu innovant. Et l'innovation, pour moi, c'est d'impliquer plus le secteur privé. Et on le voit, nos entreprises suisses doivent souvent s'adresser à des coopérations étrangères pour pouvoir amener des projets de terrain, alors que ces entreprises sont au contact des gens, créent du job en Afrique. On a un secteur du négoce qui est très très fort en Suisse, et ce secteur crée des milliers d'emplois en Afrique, et il est prêt à travailler avec l'aide au développement, et je pense que ça, c'est de l'argent qui est bien investi. Alors, pour certains, ça peut choquer en disant on donne de l'argent à des entreprises privées. Moi, ça ne me choque pas du tout parce que ça permet de booster l'emploi. Et encore une anecdote par rapport à ce que disait M. Greminger et la migration. Aujourd'hui, on est dans un système schizophrène où d'un côté, on ne veut pas les migrants économiques. Alors, les migrants de guerre, on ne discute pas, hein, ça c'est clair. On ne veut pas les migrants économiques. Et de l'autre, on n'est pas d'accord d'aller les aider sur place puisqu'on coupe les crédits. Et une anecdote d'un Sénégalais qui était à Côme. Et ce Sénégalais témoignait et disait « Ma mère m'a dit, toi là, regarde, il y en a qui risquent leur vie pour trouver du travail et toi, tu restes là et tu dors. » Et il faut comprendre que ces migrants économiques ont une pression énorme, énorme pour trouver du travail. Et si on leur offre du travail dans leur pays et la formation professionnelle qui est le thème de cet après-midi, à mon avis, c'est une des clés de la réussite de cette création d'emplois, eh bien, ces gens, ils préféreront rester chez eux. Alors, je vais vous adresser justement à M. Fourrer. Une réponse qui reçoit un certain écho. Je vais en profiter pour vous poser une question, reprendre une question qui nous est posée, M. Fourrer. D'abord sur le rôle qu'évoquait Mme Chevalet du secteur privé, puisque ça correspond à l'une des approches du SECO. Mais aussi, je voudrais reprendre cette question qui arrive en tête de liste là, en ce moment, c'est est-ce qu'au niveau de la formation professionnelle, la Suisse a aussi à apprendre de ses partenaires au Sud pour éviter d'apparaître peut-être comme des donneurs de leçons, voire de simples bailleurs de fonds? Peut-être pour ajouter encore un mot à la discussion avant, une des tâches de nous est aussi de préparer les arguments aux décideurs ou au niveau déciseur pour prendre des décisions, être sélectif, c'est normal, mais la décision doit être prise en connaissance de cause, en connaissance aussi des effets et des conséquences. Et là, c'est à nous de fournir tous ces éléments. Et un élément important pour nous aussi, pour mettre en évidence
la valeur de notre travail. Nous sommes très fiers, on est très contents, fiers que c'est ce que nous faisons, ça donne des résultats. Alors, si ça donne des résultats, une coupure a aussi des résultats négatifs dans ce sens. Et là, c'est vous, nous tous, qui avons la tâche de faire avec les moyens financiers donnés à nous aussi, de faire bon, de faire mieux. Et ça, c'est le défi que je vois pour nous. OK, j'aimerais bien défendre mon budget, certainement, parce que les tâches sont illimitées, a priori. Et c'est pourquoi on aimerait bien faire plus, parce qu'on sait bien faire mieux bon. Et dans ce contexte, la question là, le secteur privé, oui, on l'a entendu toute l'après-midi, le secteur privé est un partenaire important, primordial. Ce n'est pas une tâche unique du côté officiel, public, de fournir toute prête pour les jeunes, pour les entrepreneurs, et on offre ça sur un tableau comme ça. C'est ensemble. L'intérêt est commun, et l'intérêt commun parce que c'est aussi un intérêt qui se manifeste aussi dans des intérêts bénéfices, productivité, futur, compétitivité et autres. Et ça, c'est quelque chose qui joue des deux côtés, l'entrepreneur ainsi que l'employé aussi. Et là, la question sud-sud, mais oui, une approche fondamentale pour nous, c'est le dialogue. C'est le dialogue entre nous ici, entre nous et avec vous, mais surtout aussi entre les acteurs dans les pays différents, les milieux différents et entre les pays. Parce que là, il y a beaucoup de savoir-faire, donc on peut vraiment utiliser les meilleurs éléments et après les appliquer de façon intelligente dans des autres contextes. C'est un dialogue très complexe, n'est-ce pas? Parce que les intérêts et les motivations sont parfois très divergentes, en fait, non? Monsieur Greminger. Oui, tout à fait. Mais vous savez, nos projets, nos programmes sont vraiment basés sur des analyses de contexte extrêmement solides, sérieuses. Et les programmes sont établis sur la base d'un dialogue avec nos partenaires. Donc, on n'a vraiment pas l'intention d'imposer un modèle suisse, même si nous sommes très très fiers de ce modèle dual, n'est-ce pas, qui fonctionne si bien. Et puis on constate aussi qu'il y a un intérêt croissant de nos pays partenaires pour ce modèle, mais évidemment, il faut éviter de vouloir transformer le modèle suisse tel quel dans un pays partenaire. Il faut se laisser inspirer par des composants de ce modèle. Et puis, c'est justement ce que nous faisons. Et puis, je suis d'ailleurs absolument d'accord avec vous, Madame Chevalet, par rapport à l'importance du secteur privé. On a bien compris l'appel de l'agenda 2030, qu'il faut impliquer le secteur privé d'une façon complètement différente que dans le passé. Et puis, je pense qu'on y travaille, n'est-ce pas? On vient de créer un centre de compétences pour la promotion du secteur privé au sein de la TTC. Donc, on s'y met vraiment sérieusement. Monsieur Sommaruga, je me permets de vous relancer là-dessus. L'équilibre est juste, selon vous, sur secteur privé, secteur public? Bon, j'estime que la question du secteur privé, c'est aussi les petits producteurs agricoles, c'est du secteur privé. C'est pas seulement les entreprises ou les moyennes entreprises qui sont en secteur urbain, qui peuvent être industrielles, qui peuvent être dans les IT ou autres. Tout à l'heure, ce qui m'a frappé, c'est qu'on venait en appui à des personnes qui apparemment avaient les moyens d'avoir des montres luxueuses au poignet. Et donc, on pouvait se poser la question si effectivement c'était vraiment le public cible. Il faut se rappeler aussi que dans le cadre de l'agenda 2030, la lutte contre la pauvreté reste l'axe aussi principal. Et que donc là, on doit aller voir vers les populations qui sont les populations déconnectées du marché mondial, même du marché local, et qu'il faut les amener à l'intérieur, faire en sorte qu'aussi le revenu national soit redistribué en leur faveur. Et donc, un des aspects, c'est la collaboration avec le secteur privé. Mais j'aimerais quand même rappeler que ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Ça s'est fait depuis longtemps. Et ça s'est fait depuis longtemps. Aujourd'hui, on met peut-être plus en avant cet aspect-là. Mais il faut aussi que l'ensemble des parlementaires, parce que c'est là aussi où il y a la discussion politique, s'intéressent vraiment à ce que fait la DDC et ce que fait le SECO. Or, souvent, il y a des critiques qui viennent, notamment sur le manque d'efficience ou le manque d'efficacité des programmes. Et on voit que même aujourd'hui, on nous présente un rapport fait par l'extérieur, ce n'est pas un rapport interne, c'est de l'extérieur qui montre que ces engagements dans le secteur, là, dans le secteur de la formation professionnelle avec le secteur privé
privée, mais qu'aussi dans le secteur de l'eau ou dans le secteur de l'agriculture, etc., on a des programmes qui sont efficaces et qui ont un impact. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que disait tout à l'heure la ministre Gnauzy, qui disait de manière très précise que la qualité de la coopération internationale de la Suisse est très appréciée par justement le haut niveau et le haut niveau d'efficacité. Je crois qu'il faut naturellement faire en sorte d'impliquer peut-être plus encore le secteur privé, surtout du point de vue financier, parce que je crois que c'est ça qui est important, mais il faut aussi faire en sorte que les finances ne viennent pas au fond de nos caisses de banques suisses, mais restent aussi dans les pays ou soient rendues au pays pour qu'elles soient source d'investissement pour l'entreprise locale. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Vous parlez du flux d'argent qui revient illégitime, c'est ça? Quand vous avez dans des pays d'ailleurs comme le Nigeria ou comme d'autres pays des fortunes qui sont finalement illégitimement amenées vers l'extérieur et qui pourraient être investies sur place, c'est clair que c'est un problème. Et là, c'est une responsabilité que nous avons ici, parce que ça ne sert pas à grand-chose de continuer à faire un programme quelque part si, en même temps, dans le même pays, vous avez des flux financiers qui enlèvent de la richesse au pays au lieu d'être investis. Donc une approche globale. Madame Chevalet, vous voulez intervenir? Oui, deux choses. D'abord, juste par rapport à ce que vient de me dire mon collègue Sommaruga, au niveau des flux financiers illicites qui arriveraient ensuite, je crois quand même que les règles aujourd'hui deviennent très très strictes pour tout le monde. Et les gens qui volent les peuples africains, parce que vous l'avez dit, je connais mieux l'Afrique que d'autres continents, aujourd'hui ils ont trouvé la parade, ils prennent du cash, ils mettent du cash dans leur maison. Donc à un moment donné, celui qui veut voler, il vole, c'est inacceptable, on est bien d'accord, mais je crois qu'il ne faut pas toujours se flageller en Suisse. Je pense qu'on a des règles quand même qui sont aujourd'hui très strictes par rapport à ça. J'aimerais revenir sur ce secteur privé, qu'on doit mieux impliquer, pas seulement pour les faire payer pour l'aide au développement, mais peut-être aussi que l'aide au développement pourrait aller avec le secteur privé sur le terrain pour faire en sorte que des projets qui ne seraient pas rentables uniquement avec le secteur privé puissent le devenir et améliorer la condition de ces agriculteurs que vous mentionnez, Monsieur Sommaruga. Pour moi, ça c'est une évidence. Ce d'autant plus que les entreprises suisses connaissent le système dual et que dès lors, lorsque vous adressez par exemple à un Nestlé, eh bien, c'est des systèmes qui peuvent incorporer dans leurs entreprises, dans leurs usines, dans les pays du Sud de manière relativement facile puisqu'ils ont la culture de ce système dual. Donc je crois qu'il faut vraiment encore plus parce que vous avez dit que ça se fait depuis longtemps. Je suis un peu plus perplexe que vous parce que pendant longtemps, il était inacceptable de donner un seul franc au secteur privé qui venait du public pour l'aide au développement. Et moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes, c'est tous ensemble qu'on va les résoudre. Oui. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut donner de l'argent au secteur privé. Il s'agit simplement de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le secteur privé. C'est-à-dire, c'est des partenariats où l'argent privé met sa connaissance, met son savoir-faire, met ses moyens, et la Confédération ne donne pas au secteur privé, mais finance une partie d'un projet qui permet d'aller de l'avant. J'aimerais juste rappeler que rien n'empêche le secteur privé d'agir de manière autonome. Que Nestlé ou d'autres entreprises puissent faire, que ce soit en Colombie, au Pérou ou en Afrique, leur propre démarche de formation, etc. Ça se fait pour certaines entreprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un travail de coordination dans le secteur privé, pas forcément dans la formation professionnelle, ça peut être la formation professionnelle, mais si on prend un exemple du Pérou, où la DDC a un programme, je crois que ça s'appelle Print Food, Water Print Food, c'est-à-dire qu'elle amène les entreprises, notamment les entreprises suisses tout particulièrement, à devenir exemplaires dans l'usage finalement de l'eau. Et c'est en fait une collaboration sans qu'il y ait des moyens financiers qui passent vers les sociétés privées. Je crois que ce genre de collaboration peut être développé, mais il faut aussi simplement dire que les sociétés privées peuvent faire elles-mêmes ce travail et de manière spontanée. Non, mais elles le font de manière spontanée. Je permets de rebondir parce que j'ai été visiter au Ghana et en Côte d'Ivoire ce que font nos entreprises. Elles font beaucoup de training pour les farmers, pour les paysans, parce que c'est dans leur intérêt aussi que les produits soient bons, soient de qualité, qu'il n'y ait pas trop de traitements, que les traitements soient appropriés. Et ils travaillent beaucoup pour améliorer les conditions des paysans. Les champs appartiennent aux paysans. Et le seul moyen d'augmenter le revenu du paysan, c'est de faire en sorte que son produit soit de meilleure qualité ou qu'il ait un meilleur rendement. Et ça, c'est dans l'intérêt aussi des entreprises. Donc, c'est vraiment des partenariats qui sont faits avec les coopératives de paysans sur le terrain.
Monsieur Greminger. Oui, tout à fait. On est très, très convaincus du potentiel énorme de ces partenariats de développement public-privé. Et puis, on a d'ailleurs aussi des indicateurs très, très clairs pour le message, n'est-ce pas, par rapport à ces partenariats. Mais il faut aussi reconnaître que c'est plus facile de réaliser ce genre de partenariat dans des pays un peu plus avancés que dans des pays à très très faible revenu. Hein. Donc, c'est pas si évident que ça, mais on reconnaît le potentiel, on y travaille sérieusement. Monsieur Fourard. Collaboration, c'est le bon mot. Et aussi, on ne peut pas forcer les compagnies pour collaborer avec nous, c'est évident. Mais il y a beaucoup de savoir-faire ici en Suisse, ainsi que dans les pays. Et nous cultivons vraiment des contacts ici en Suisse aussi avec les partenaires intéressés du secteur privé, académique et autres, pour voir quels concepts, quelles idées, quelles stratégies on peut développer. Mais finalement, tout ceci-là se passe après dans les contextes réels, dans un pays, dans une région. Nous avons par exemple un projet en Indonésie avec Citeco, c'est avec des partenaires locaux, avec l'industrie suisse là-bas aussi, qui crée une plateforme pour les polytechniques, les écoles polytechniques, pour se mettre ensemble, pour améliorer la formation continue et de plus haut niveau, selon les besoins du secteur privé là-bas, y inclut aussi les compagnies suisses. Et ainsi, on a ces partenaires. On ajoute encore le gouvernement parce qu'on ne veut pas créer des structures parallèles à côté du gouvernement. Je pense que ça doit toujours être intégré, mais nous pouvons être les pionniers avec les partenaires pour avancer certains concepts et après toujours avec l'idée en tête to scale, pour faire plus grand. Parce que nos projets, on les a vus, vous pouvez lire ça aussi dans les publications, c'est quelques milliers de jobs. On parlait des millions juste avant. Alors, cette idée de trouver les bonnes approches, les leviers pour mobiliser les incitations que les gouvernements, même le secteur privé, est prêt d'investir, aussi de faire ces paiements pour la formation, ça coûte cher. Et des fois, ils ont des réticences parce que est-ce que moi, avec cet investissement, je suis le bénéficiaire ou c'est mon concurrent finalement qui va embaucher le type que moi j'ai formé? Alors là, il faut créer un environnement, un écosystème dont tout le monde finalement va profiter. Ça prend du temps, on a besoin aussi des institutions. Ce point très très fortement évoqué par Mme Ngozi, c'est tout à fait juste et correct. Alors, je voudrais qu'on revienne, merci M. Fourard, sur les questions qui s'affichent, notamment la première, le lien complexe entre la politique de développement et de coopération, la migration, l'asile, et pouvez-vous répondre les uns ou les autres à cette délicate question qui nous est posée? C'est tout le dilemme, ce n'est pas seulement la question de l'asile d'ailleurs, c'est aussi le financement des politiques climatiques au niveau international, qui aujourd'hui sont des moyens qui sont prélevés sur le 0,5. Le 0,5, contrairement à une idée reçue, n'est pas seulement destiné à des projets multilatéraux ou bilatéraux de coopération au développement, ça inclut, selon les règles fixées par l'OCDE, aussi la première année des coûts de l'asile pris en charge. Et ici en Suisse, on prend tout en compte jusqu'à la dernière brosse à dents qu'on met dans ce calcul-là. Et naturellement, ça vient sur ce budget. Et puis de l'autre côté, nous avons une pression toujours plus grande qui vient au niveau international, mais aussi à l'intérieur, de financer la politique climatique, de lutte contre le changement climatique et de venir puiser dans les fonds qui sont les fonds pour la coopération développement. Alors, il est vrai qu'on fait de la coopération développement et de la lutte contre le changement climatique, ça se rejoint sur certains aspects, mais la coopération développement reste quand même un enjeu aussi de lutte contre la pauvreté comme essentiel. Donc c'est un débat qui a lieu à Berne, et aujourd'hui, c'est vrai par rapport à la question qui a disparu, est-ce qu'on peut parler encore de 0,5%? Oui, techniquement oui, mais dans la réalité, les moyens pour la coopération développement baissent par rapport à ce qui était prévu. Ouais. C'est une autre façon de poser la question de Philippe, de cohérence de la politique. Les succès de la coopération qui pourraient être mis en péril par d'autres politiques, par exemple budgétaires ou financières.
Oui, peut-être encore un mot sur les 0,50. D'abord, j'aimerais quand même évoquer aussi un aspect positif, et puis c'est la sagesse du Parlement d'avoir défini cet objectif il y a 6 ans, n'est-ce pas, ce qui nous a créé des croissances budgétaires solides jusqu'en 2015, n'est-ce pas? Et puis, je pense ça, il faut vraiment se féliciter. Maintenant, c'est vrai, on est toujours sur 0,50-52, même après avoir coupé nos budgets de façon considérable, n'est-ce pas? Et puis, c'est clair, ça donne une impression, ça fausse l'impression, ça fausse la perception. Et c'est vrai, les coûts d'asile sont considérables là-dedans, n'est-ce pas? Donc, les dépenses de développement proprement dit sont à peu près 0,40, n'est-ce pas? Et le reste sont des éléments additionnels dont la partie asile est de loin la plus grande, n'est-ce pas? OK, on peut évidemment raisonner que ce sont des concepts de l'OSCE et puis que les autres pays font plus ou moins la même chose, n'est-ce pas? Donc, au fond, on a des statistiques qui donnent des impressions au moins partiellement fausses. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Rapidement, oui. Rapidement, une petite anecdote entre formation professionnelle, cohérence, politique climatique. Quand j'étais au nord du Burkina Faso, je discutais avec des femmes et je leur ai dit « mais quel est votre problème ?» Et la première qui prend la parole, elle dit « voilà, nous on est un groupe, on fait du maraîchage et on a des problèmes avec les changements climatiques. » Et elle ne m'a pas demandé d'arrêter de polluer, elle m'a dit « merci de nous donner une formation pour adapter nos méthodes culturelles au changement climatique. » Donc pour eux, c'est une fatalité, c'est comme ça. Et ils aimeraient juste s'adapter. Et je trouve quand même drôle, façon de parler, mais que ce soit nous qui polluons, c'est aujourd'hui eux qui ont les conséquences, et aujourd'hui on coupe l'aide au développement. Alors, j'aimerais reprendre la question de Marcus qui s'affiche là, qui est une question vraiment sur la répartition des rôles entre la DDC et le SECO. Dans quelle région du monde, dans ce contexte budgétaire qu'on vient d'évoquer, dans quelle région du monde et sur quel projet se concentre la DDC d'une part, le SECO d'autre part, et comment se fait cette complémentarité entre les deux? Quelle est la répartition des rôles? Oui, nous deux, nous sommes des partenaires dans le même domaine. Et en même temps, nous sommes petits, le champ est énorme. Par la définition de notre orientation, chacun est vraiment focalisé sur certaines tâches principales. Pour nous, la coopération et le développement économique, on est relativement une petite institution. Notre approche, notre DNA, c'est vraiment très ciblé. On ne veut pas tout faire, on ne peut pas tout faire, on ne veut pas tout faire. Et notre approche est vraiment chaque fois dans nos domaines que nous avons définis aussi dans le contexte de notre message pour les 4 ans. On a défini 4 axes très très clairs et ces 4 axes sont complémentaires par définition avec ce que la DDC fait. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que nous ne travaillons pas dans des grands domaines communs. Ça se fait quand même et chaque fois on essaie de façon quotidienne vraiment de se parler pour éviter qu'il y ait des duplications, qu'on fait des choses où possible complémentaires en utilisant des synergies, mais ça arrive de façon, la mise en œuvre est très bien. On se touche pas parce qu'on a aussi une séparation géographique. La DDC c'est plutôt dans les pays moins favorisés, nous dans le mix middle income countries. Alors là, ça se prête beaucoup moins. À l'Est, on est conjointement en route. Et là, la coopération, elle marche très très bien dans le quotidien. Oui, je peux confirmer. Et puis, j'ai aussi une perspective historique, n'est-ce pas? J'ai vécu des temps où la relation entre DTC et SECO était beaucoup plus problématique. Je
peux confirmer aujourd'hui, je pense qu'il y a une complémentarité. Si vous regardez les portefeuilles géographiques, vous avez des pays DDC, vous avez des pays SECO, vous avez quelques pays en commun où le SECO, heureusement, travaille avec quelques instruments de façon complémentaire. Sur le plan thématique, je pense qu'il y a une bonne complémentarité. Je pense qu'il ne faut vraiment pas chercher des problèmes dans la relation SECO-DDC aujourd'hui. Alors, vous vouliez rajouter aussi que la DDC, un des axes principaux, c'est aussi d'être présent dans les contextes fragiles. Et que là, le développement économique, ça a été évoqué d'ailleurs ce matin, au début, dans le débat cet après-midi, la difficulté pour le SECO de développer des projets dans ces contextes où il n'y a pas de sécurité du droit, où il y a violence, etc. Et là, la présence de la DDC, soit sous forme d'ailleurs humanitaire, soit sous forme de projet de base, est extrêmement importante. Et ça touche quand même de nombreuses personnes qu'il faut naturellement, auxquelles il faut venir en aide. Donc il y a, de mon point de vue en tant que politique, une complémentarité qui fait qu'on est dans des contextes différents et parfois il y a dans certains pays des programmes en parallèle. Vous vouliez rajouter quelque chose? Alors on revient, une question sur le secteur privé, décidément qui intéresse beaucoup nos interlocuteurs. Est-il intéressé à réduire la pauvreté, à votre avis? Ah, moi, j'en suis archi convaincue, parce qu'il se passe quelque chose de très concret aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de paysans qui veulent cultiver, par exemple, le cacao et le café, parce qu'ils sont trop pauvres, ils abandonnent ce métier, et aujourd'hui, si je prends nos entreprises, vous l'avez dit, hein, dans le cacao, on est quand même pas mal, le café aussi, eh bien, ils ont de plus en plus de peine à trouver des générations futures qui vont aller cultiver ces champs, et c'est un problème de business. Donc, ils ont tout intérêt à faire en sorte que le paysan puisse vivre de son travail décemment et faire en sorte qu'il y ait des conditions de travail correctes. Et aujourd'hui, ces entreprises, pour la plupart, il y a toujours des moutons noirs, mais enfin dans tous les secteurs, eh bien, travaillent avec ces coopératives dans le bon sens. Vous vouliez rajouter quelque chose? Si vraiment il était intéressé, il n'y aurait plus de pauvreté depuis longtemps. Donc, moi, je pense que le problème, il n'est pas... Le problème, il est que l'acteur privé, il a un objectif de bénéfice. Je veux dire, OK, il est là, ça fait partie du mécanisme. La question, c'est comment, dans le cadre de ce processus-là, on peut amener l'acteur privé à collaborer à un processus, disons, d'intérêt public. Et c'est là, à mon avis, que d'une part joue un rôle extrêmement important l'état dans lequel se trouve l'acteur public, c'est-à-dire le gouvernement nigérien, tchadien, péruvien, etc., qui doit amener les entreprises, soit par l'impôt, soit par des programmes divers, que ce soit en formation professionnelle ou autre, à ce qu'ils s'engagent sur ce bien. Et puis là où il y a la coopération, que ce soit la coopération de la DDC, soit du SECO, de les amener à se responsabiliser sur des programmes. Reste aussi que des initiatives telles que l'initiative populaire pour la responsabilité des multinationales en Suisse contribuent aussi à amener le secteur privé à une responsabilisation dans les différents systèmes sur la pauvreté, le respect des droits de l'homme, etc. Dire qu'un entrepreneur, son but, c'est de faire du bénéfice, c'est de la palissade. Ben, j'espère quand même que le but des paysans, c'est aussi de faire du bénéfice. Donc toute personne qui a une activité, son but, c'est de faire du bénéfice, pas de la perte. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est dans quel contexte? Et c'est dans quel contexte on va pouvoir faire du bénéfice de manière durable, et pour le paysan, et pour l'entreprise qui va commercialiser les produits du paysan. Monsieur Fouras. Tout à fait. Le secteur privé exploitatif, je pense que ça devient de plus en plus difficile de mener ce modèle, parce qu'avec la transparence, avec les médias, avec aussi la possibilité de la population de demander accountability du gouvernement, des compagnies, le secteur privé, il est à grande majorité responsable avec un intérêt à long terme. Et là, il voit aussi les intérêts des employés, des pauvres, etc. Ça fait partie de l'équation pour un businessman, pour mener sa compagnie. Quel est, au-delà des divergences qui peuvent exister dans ce débat, je pense qu'il est juste de dire qu'il y a aussi un large consensus sur l'approche du développement et de la coopération en Suisse. Si on compare, vous me le disiez lors d'une conversation précédente, Madame Chevalet, par exemple, avec
la Suisse est un agent neutre, si j'ose dire, par rapport à des anciens colonisateurs comme la France, non? C'est un avantage, ça. Alors, je crois que de ce que j'ai vécu dans les différents pays que j'ai visités, la Suisse est très appréciée parce que c'est de la vraie aide au développement et ce n'est pas de l'aide à l'assistanat. Et beaucoup de pays des anciennes colonies ont encore dans l'esprit cette idée de maintenir le pays aidé sous une certaine aide. Et ça, je dois dire que je suis assez fière de notre travail sur le terrain parce qu'il est vraiment pour aller amener à l'autonomie des gens. Et le célèbre dicton, on dit à quelqu'un, ne lui donne pas du poisson, mais apprends-lui à pêcher le poisson. Et je crois que c'est vraiment la démarche de la Suisse. Et dans ce sens-là, la Suisse est vraiment sur le terrain très appréciée. Et on nous dit toujours, ah oui, vous les Suisses, oui, c'est vous qui nous aidez. Et il y a vraiment une autre approche que certains pays, que je ne nommerai pas. Oui, il n'y a pas d'agenda géostratégique comme on pourrait avoir notre voisin francophone ou d'autres. Je ne sais pas à quel pays vous pensez, mais... ou d'autres pays. On n'a pas cet agenda géostratégique. Et donc, la coopération au développement a pu faire un travail aussi de manière autonome du point de vue politique et pouvoir répondre réellement aux besoins des populations auxquelles on visait. Aujourd'hui, la coopération au développement est plus intégrée dans la dynamique de la politique étrangère. Il faut essayer que dans ce cadre-là, elle ne devienne pas simplement un instrument de politique étrangère de la Suisse. Ce serait vraiment une perte énorme. Mais je fais confiance d'abord à tout le personnel de la DDC et du SECO et la direction de ces deux institutions de défendre la qualité du travail de coopération et de maintenir cela comme un objectif autonome même par rapport à un risque d'instrumentalisation politique. Très bien. Une conclusion, messieurs? Nous sommes arrivés au terme pratiquement de ce débat. Trop oui, bref. Peut-être brièvement sur cet risque de l'instrumentalisation. Je pense, en effet, un grand atout de la coopération internationale de notre pays est de pouvoir suivre exclusivement une agenda de développement. Donc, on n'a pas cette obligation de suivre une agenda politique régionale comme d'autres. Et puis, je pense que ça, c'est un grand atout qu'il faut se préserver. D'autre côté, je ne pense pas qu'on peut ignorer qu'il y a des acteurs puissants qui travaillent dans les mêmes pays, dans les mêmes régions. Et puis, je pense qu'il faut leur parler de façon sérieuse, de façon constructive. Il faut essayer de travailler ensemble où c'est possible, n'est-ce pas? On ne peut pas construire du développement sur un îlot, n'est-ce pas? Donc, et puis ça vaut particulièrement maintenant, par exemple, pour l'Afrique, n'est-ce pas? On ne peut pas ignorer les grands acteurs qui y travaillent. Il faut trouver des façons de collaborer avec eux, mais sans se laisser instrumentaliser et évidemment sans abandonner notre approche qui cible le développement. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Fourreur? Ce sera le mot de la fin. Le contexte normatif est le même pour nous tous. Et je vois beaucoup plus en commun avec nos collègues des autres pays que les choses qui nous séparent. Les SDGs, mais aussi l'orientation, pauvreté, ownership et toutes ces questions. Ça, ce n'est pas mis en question. Et nous avons beaucoup de fois, on a des choix avec qui nous voulons collaborer parce que là, on a une facilité, on se connaît, c'est plus efficace de travailler. Et là, on est sélectif avec qui on travaille. Et c'est aussi les pays eux-mêmes qui sont sélectifs avec qui ils veulent vraiment mener un certain projet. Et là, nous sommes dans une certaine concurrence. Et la concurrence, on est prêt à assumer ce défi. Et pour répondre à la question de Philippe, le succès de la coopération suisse se fait sur plusieurs niveaux. Ce qui est très, très important, c'est le niveau projet. Et là, nous et vous, ensemble, on est
très, très ambitieux. On veut avoir des succès, on est prêt de prendre certains risques, mais on veut avoir des succès qu'après on peut répliquer et multiplier pour faire vraiment des transformations dans ces pays. Et ça, c'est partagé par beaucoup de monde, et ça nous donne aussi le courage, parce qu'on se va sur la bonne voie. Et ces risques d'être instrumentalisés, oui, elles existent, avec la transparence et l'accountability que nous avons aussi vis-à-vis vous, finalement. En 3 ans, en 2 ans déjà, on a le midterm review de notre message. En 4 ans, on revient de nouveau, le gouvernement revient de nouveau avec une proposition. Alors là, c'est à nous de vous montrer que l'argent est bien investi et nous sommes confidents, on fait un bon boulot. Merci beaucoup à vous. Le fait. Merci beaucoup à vous. Notre train vient d'entrer en gare. Nous allons respecter l'horaire. Alors, il me reste à vous remercier beaucoup, messieurs les ambassadeurs Thomas Greminger et Raymond Faurer, respectivement du SECO et de la DDC, ou de la DDC et du SECO, ainsi que nos conseillers nationaux Isabelle Chevalet et Carlos Sommaruga. Merci infiniment et désolé d'avoir dû écourter un tout petit peu ce débat pour les besoins justement du timing de cette conférence. Merci à vous.